Bon, alors je commence. Voilà, bonjour. Merci d'être venus si nombreux. On pourrait encore en accueillir deux, trois ou quatre. Donc, vous pouvez passer le message aux gens qui suivent les mêmes cours que vous. Cette année, le séminaire portera, que je fais donc en collaboration avec Madame Chin Chao Zhong, qui est maître de conférence invité associé au Collège de France. Cette année, donc, le séminaire concernera une nouvelle approche des sources chinoises, principalement le Tongtian, sur l'Asie centrale à l'ouest des Pamirs. Et probablement ce séminaire sera continué l'année prochaine, en l'élargissant éventuellement aux régions du Tarim, à l'est des Pamirs. Ça dépendra où on en sera arrivé à la fin de l'année. Alors, le séminaire est donc diffusé en podcast. Je pense que c'est au bout de 2 ou 3 jours. Donc vous avez là sur le tableau le site web. Ce qui est diffusé, c'est uniquement donc les prises de parole par moi-même et Chin Chao Zhong. On ne peut pas diffuser les discussions parce que c'est une procédure très lourde. Il faudrait que je fasse signer des autorisations par chacun des intervenants. Comme c'est trop lourd, je renonce à ça. Ce ne sera donc pas conservé au montage. Mais bien entendu, le séminaire étant supposé être interactif, à certains moments, nous ferons des pauses pour demander vos commentaires et vos questions. Par ailleurs, pour vous et aussi pour ceux qui ne peuvent pas assister directement au séminaire, nous communiquons nos adresses mail. Donc si vous-même ou d'autres personnes qui auront vu le séminaire sur le site web ont des questions ou des remarques, ils nous envoient un mail et nous nous efforcerons d'y répondre, soit personnellement, soit plutôt en prenant cela en compte dans la séance suivante. Bien, alors, quelques mots pour vous expliquer le choix du sujet de ce séminaire. Je précise tout de suite que je ne suis pas sinologue, je ne connais pas le chinois ni moderne ni ancien, et ça n'est pas à mon âge que je vais l'apprendre. Mais donc, nous avons prévu cette collaboration avec Chin Chao Zhong, qui, elle, est une experte sur les sources écrites de cette période. Mon rôle étant plutôt de contextualiser les notices des sources chinoises d'après les informations que nous avons par ailleurs sur les pays qui sont décrits. Informations qui peuvent venir de sources historiques dans d'autres langues, les langues que je connais, et notamment les sources archivistiques dans les langues locales de l'Asie centrale, qui tendent maintenant à s'enrichir. Et puis par ailleurs les données archéologiques et iconographiques. Alors je commencerai par dire que, certes, les sources écrites sur l'histoire de l'Asie centrale pré-islamique se sont enrichies et diversifiées depuis les années 1960, on va dire. Voilà. Et principalement, la source principale d'enrichissement, ça a été la découverte de documents d'archives en langue locale. Langue locale, principalement sogdien, bactrien. Par ordre de découverte, on a eu les documents sogdiens du mont Moug, qui éclairent l'époque de la conquête islamique, qui étaient connus depuis 1936, mais qui ont vraiment été édités à partir de 1960. On a eu les inscriptions monumentales Kushan, plusieurs, notamment en Afghanistan, en langue bactrienne,
écriture bactrienne, c'est-à-dire une écriture dérivée de l'écriture grecque, contrairement aux inscriptions sogdiennes qui sont dans une écriture dérivée de l'araméen. À partir des années 1990, on a eu les archives bactriennes du petit royaume de Robe dans l'Afghanistan du Nord. Une série très riche, qui éclaire surtout des réalités locales, mais c'est quand même un apport très important. Et puis, plus récemment, nous avons les documents de correspondance en langue araméenne du satrape achéménide de Bactre, en Afghanistan, aujourd'hui Balkh, qui ont été édités qui concernent sur les années précédant la conquête d'Alexandre. Donc tout ça fait un ensemble vraiment important. Malgré tout, il n'en reste pas moins que, encore aujourd'hui, les seules sources qui forment une série politique à peu près continue, ce sont les sources chinoises. Ces sources chinoises étaient fondées sur des rapports d'ambassadeurs ou d'envoyés qui visitaient les pays d'Asie centrale et agissaient aussi comme agents de renseignement. Ils faisaient des rapports ensuite à la cour qui se sont retrouvés intégrés dans les chroniques. Parmi ces envoyés chinois en Asie centrale, il faut compter à partir du 5e siècle aussi les pèlerins bouddhiques, et le principal d'entre eux, Xuanzang, dans les années 630. Et puis enfin, en sens inverse, il y avait aussi les comptes rendus intégrés dans les chroniques chinoises sur les ambassadeurs, les ambassades qui venaient d'Asie centrale en Chine. Alors ces ambassades étaient parfois des vraies ambassades, parfois c'était en réalité des missions commerciales, mais elles permettaient de recueillir des informations sur les pays d'origine de ces voyageurs. Ces sources chinoises éclairent deux périodes, je ne parle que du préislamique, deux périodes interrompues par une sorte, un peu un blanc. La période ancienne, c'est la période des Han antérieurs et postérieurs. Ça commence donc en 130 avant Jésus-Christ avec la mission de Changqian à l'ouest. Et ces rapports intégrés dans le Hanshu et le Heiwanshu durent jusqu'à la fin de la dynastie des Han postérieurs en 220. Ensuite, il y a une certaine interruption des contacts à cause des troubles qui agitent à la fois l'Asie centrale avec l'effondrement de l'Empire couchant et la Chine avec les troubles qui surtout apparaissent avec la fin des Han et surtout à partir du IVe siècle avec l'arrivée des dynasties dites barbares. Et puis, les contacts reprennent à partir du 5e siècle, à peu près dans les années 430, sous la dynastie des Wei du Nord, sous laquelle le pouvoir chinois se stabilise. Et ces contacts continuent de manière ininterrompue, pratiquement année après année, jusqu'au Tang, donc jusqu'à la conquête arabe et au-delà. Alors il faut dire très fortement que si on n'avait pas ces sources chinoises, complétées par les monnaies, on ne pourrait rien écrire sur l'histoire politique de l'Asie centrale. Par rapport à ces sources, les sources gréco-romaines sont tout à fait parcellaires, très circonstancielles, discontinues. Les sources iraniennes, enfin par sources iraniennes, je veux dire ici les sources persanes, puisque les sources en langue locale de l'Asie centrale peuvent être aussi considérées comme des sources iraniennes, puisqu'écrites dans des langues iraniennes. Ces sources persanes sont peu abondantes pour les sources contemporaines. On a un peu plus en fait avec les sources arméniennes, parce que des troupes arméniennes étaient incorporées dans les armées sassanides qui faisaient des conquêtes à l'Est. Et en fait, les sources persanes ont été
complètement réélaboré du point de vue littéraire à l'époque islamique. Alors, ça se retrouve dans le livre des rois de Ferdowsi, dans la chronique de Tabari, etc. Elles sont utiles, ces sources, mais il faut savoir que ce sont des sources réécrites, contrairement donc aux sources chinoises qui sont des sources brutes. Quant aux sources indiennes, elles sont quasiment nulles. On a les inscriptions indiennes fournissent certaines informations quand il y a des invasions qui viennent d'Asie centrale en Inde, comme notamment sous la dynastie Hephtalite, mais quand il n'y a pas ces arrivées de peuples d'Asie centrale en Inde, les sources indiennes ne disent rien. Donc, cette année, dans les sources chinoises, nous nous occuperons de la seconde période, c'est-à-dire celle qui commence au 5e siècle avec la dynastie des Wei. Alors, maintenant, un petit aperçu sur la bibliographie, disons, dont on disposait, dans les années 60. Le recueil fondamental, fondateur, et qui reste absolument indispensable à consulter journellement, d'abord pour les francophones et puis pas seulement pour les francophones, c'est évidemment le recueil de Chavannes, Documents sur les Tokyoé, Turcs occidentaux, sachant qu'il a pris en compte non seulement les documents sur l'Empire turc occidental, mais tout ce qu'on a sur les principautés d'Asie centrale à l'époque des Turcs, 6e au 8e siècle, puisque ces principautés sont sous la dépendance réelle ou nominale de l'Empire des Turcs. Alors, les traductions de Chavannes restent très sûres et son commentaire reste absolument fondamental. Le second grand bloc d'informations pour le 7e siècle, c'est évidemment le voyage de Xuanzang. C'est celui des pèlerins chinois qui a donné les informations les plus détaillées. Informations en partie passées dans les chroniques chinoises du Tangshu, mais aussi qu'il faut aller chercher dans le texte de Xuanzang lui-même. Il y a 2 textes pour Xuanzang. Il y a le Siyuki, qui est vraiment le compte-rendu de ses voyages. C'est d'ailleurs pas lui qui l'a écrit, c'est l'un de ses disciples. Et puis, il y a sa biographie, qui a été également écrite par un de ses disciples. Alors, disons, pendant longtemps, pendant tout le XXe siècle, le meilleur moyen d'y accéder, c'était le livre de Waters, On Xuanzang's Travels in China, in India. Le livre de Waters ne contient pas, loin de là, la totalité du texte de Xuanzang. Il donne des extraits, des paraphrases, mais à l'époque, pour le commentaire, l'identification des lieux, c'était le meilleur. On va voir que depuis, évidemment, la question a progressé. Ensuite, donc Chavannes, en dehors de son grand recueil sur l'époque des Tokyoé, des Turcs, a fait plusieurs articles concernant les époques antérieures, qui donc ne sont pas couvertes par le Shueishu, le Tangshu. Et nous allons voir que l'état de la documentation pour ces époques antérieures est assez problématique, puisqu'en réalité, il s'agit de reconstituer ce qu'il y avait dans le texte du Weishu. Bien. Alors, Chavannes a fait cet article, donc 1905, les pays d'Occident d'après le Wei Liu. Chaozhong, le Wei Liu, quelle différence? C'est le Weishu ou... Non, c'est un travail un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Oui. Voilà. Un mémoire sur les pays d'Occident. C'est à utiliser avec une certaine prudence parce que il identifie bien, il est dépassé pour l'identification de certains pays. En fait, il a adopté les identifications qui étaient
admise à l'époque des Tang. Il a projeté ça rétrospectivement. Mais on sait que certains noms de pays se sont déplacés. 3 généraux chinois de la dynastie des Han orientaux. Bon, c'est très important pour certaines régions d'Asie centrale, notamment le Fergana. Les pays d'Occident d'après le Heu Hanshu. Bon, parce que bien entendu, même si notre travail cette année commence avec la dynastie Wei, on ne peut évidemment pas faire abstraction des connaissances qu'avaient les Chinois sur l'Asie centrale à l'époque des Han. Donc on a cet article de Chavannes. Oui, c'est surtout à propos de cet article que les problèmes d'identification des pays dont je viens de parler se posent le plus fortement. Alors, il faut donc savoir aussi que, bien entendu, oui, alors pour le Hanshu, il y avait des traductions partielles de Chavannes, etc., mais à partir de 1979, le recueil principal, c'est le livre de Hulsové Levé, China and Central Asia, The Early Stage, qui en fait concerne uniquement la période des Han antérieure, mais avec un commentaire extrêmement riche. Ça reste les 3 gros blocs de sources chinoises qu'il faut avoir sur sa table, à consulter tous les jours quand on s'occupe de ces questions. C'est Chavannes, les Tukyue, c'est Xuanzang et c'est Hulsové Levé. Alors, tout de suite, on rencontre le problème de... encore l'image précédente, oui. Nous rencontrons le problème très immédiatement, dès qu'on s'occupe de ces sources, de la reconstitution des prononciations chinoises anciennes. Tout simplement parce que si on se base uniquement sur les prononciations chinoises actuelles des caractères que nous trouvons dans les sources, on n'arrive pas à grand-chose. Il faut, pour arriver à reconstituer les formes originelles, qui sont en fait souvent la plupart du temps, des toponymes iraniens, il faut avoir une doctrine sur la manière dont les caractères se prononçaient aux différentes époques. Alors, nous allons voir que la situation a évolué, mais jusqu'aux années 60, voilà, pendant longtemps, la Bible, c'était Karl Green, 1957, c'est le premier qui a proposé un système véritablement scientifique de retranscription. Et pour certains auteurs, comme mon collègue et ami Yutaka Yoshida au Japon, ça reste en fait le plus sûr. Bien. La suite. Voilà, pour Xuanzang, donc j'avais signalé que pendant tout le XXe siècle, la version, le commentaire les plus sûrs, les plus complets, c'était Waters. Bon, maintenant, on a une nouvelle traduction, alors là, de l'ensemble du texte. Mais il faut tout de suite dire que c'est une traduction kilométrique. C'est-à-dire que ça donne le texte, et puis ça donne rien d'autre que le texte. Il n'y a pratiquement pas de commentaires. Pour certaines identifications de noms de lieux, malgré tout, les noms de lieux sont identifiés, mais en fait, parfois c'est en régression par rapport à Waters et autres. Mais enfin, si on veut prendre le texte de Xuanzang dans sa continuité, maintenant c'est ça qu'il faut prendre. Alors, la suite. Donc, aujourd'hui... oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à dire aujourd'hui ? Parce qu'on a quand même de nouveaux outils. J'ai signalé tout de suite que le problème principal est le problème du Weishu. Bon, alors, je résume brièvement l'état du problème. À partir de la fin du VIe siècle, on a le Shueishu, très bonne source, bien conservée.
On a le Tangshu, ensuite dans 2 versions. Alors, Chao Zhong, tu prononces correctement. 旧唐书 et 新唐书 Xing Tangshu, qui donne pas tout à fait. Certains renseignements sont dans l'un, pas dans l'autre. Bon, mais pour les siècles qui vont donc du IVe siècle au milieu du VIe siècle, la source aurait dû être le Weishu, la grande chronique pour ces époques, qui couvrait la période, qui couvrait la période 386 prise de pouvoir par la dynastie des Wei jusqu'à la chute des Wei, c'est-à-dire 550. Ça aurait dû être le Weishu, la source principale. Le Weishu, il existe encore en partie, mais c'est un texte qui est problématique, qui a posé des problèmes dès le moment même où il était publié. Bon, évidemment, alors cette question du Weishu est au cœur de notre séminaire, puisque c'est au début de la période Wei que la Chine a renoué le contact avec l'Asie centrale et a pu actualiser le savoir qui était acquis à l'époque Han. Mais entre-temps, l'Asie centrale avait beaucoup changé. Mais étant donné le caractère très conservateur des écrits chinois sur les peuples étrangers, assez souvent, en réalité, on continue à recopier ce qu'il y avait dans le Hanshu en complétant éventuellement. Alors, le problème du Weishu. J'ai rencontré le Weishu il y a 40 ans quand je travaillais sur ma thèse sur les pratiques funéraires en Asie centrale. Alors, à cette époque, les sinologues travaillaient encore vraiment peu sur ces questions, mais j'avais à Kaboul un collègue sinologue, Joël Toraval, qui après est devenu un grand sinologue, mais plutôt sociologue, qui enseignait à l'EHESS et qui est malheureusement décédé il y a 8 ans. Et Joël Toraval m'avait fourni des nouvelles traductions. J'ai précieusement gardé les documents qu'il m'avait fournis et une note très claire sur la question du Weishu. Alors, le Weishu, écrit par quelqu'un qui s'appelle Weishu, couvrait la période 386-550. Mais, donc il est compilé sous les Sui. Mais dès qu'il est présenté au trône, non pas sous les Sui, il est compilé sous les Qi du Nord, non 554. Vers la fin de Wei. Vers la fin des Wei. Il est présenté au trône en 554, mais tout de suite il soulève des contestations. Certains contemporains s'estiment maltraités dans l'ouvrage, etc. Et puis, surtout, quand les Sui arrivent au pouvoir en 581, les reproches se multiplient. Principalement, c'est que les dynasties du Sud, dans le Weishu, sont reléguées dans des chapitres sur les voisins barbares. Ce qui est très gênant à l'époque Sui, puisque les Sui ont réunifié la Chine en 590. Et que donc traiter les héritiers des dynasties du Sud ne peuvent évidemment pas accepter la manière dont ils sont traités comme un appendice dans le Weishu. Alors cette situation a eu 2 conséquences. On a toujours le texte du Weishu, mais il est mutilé. Il a été mal conservé parce que c'est un texte qu'au bout d'un certain temps, on a négligé. Il manque 2 des 12 chapitres de la section annales, 20 des 92 biographies et 2 des traités qui sont en fait des appendices sur les pays étrangers. Et par exemple, on n'a pas Tchatch, le pays de Tashkent, on n'a pas Bukhara, Han. Il faut compléter par ailleurs. Et puis par ailleurs, mais ça, on verra ça plus en détail plus loin,
Je crois qu'il y a des problèmes aussi dans la notation de certains cas, des caractères dans le Weishu. Parfois, les caractères sont erronés, corrompus, et il faut compléter il faut les rétablir avec d'autres sources. Alors, donc, le texte du Weishu a été négligé et on a essayé de le remplacer en intégrant la période Wei dans les nouvelles chroniques et en recopiant des parties du Weishu, mais en tentant de les améliorer. Voilà. Donc, dans le Suishu, qui devait en principe couvrir seulement la période de la dynastie Sui, c'est-à-dire 581-617, on a englobé aussi la période dite Nanbei Chao. Si je fais des grosses erreurs de prononciation, tu me corriges. C'est parfait. Nanbei Chao. Dynastie du Nord et du Sud. Alors j'ai fini par apprendre que Nan, ça veut dire Sud, et Bei, ça veut dire Nord. Bon. Donc cette période 420-589. Là, on a développé le chapitre Siyu, qui veut dire pays d'Occident. Et puis, sous les Tang, on refait les traités sur les dynasties précédant la réunification en compilant 2 volumes. Le Peishi, Histoire des dynasties du Nord. Ça, oui, alors après, je vais ensuite je vais mentionner dans Yu Taishan ensuite. Le Peishi, Histoire des dynasties du Nord, et puis le Nanshi, Histoire des dynasties du Sud. Alors, il faut tout de suite savoir que ces compilations ont une faible valeur historique. L'information, il n'y a pas eu vraiment d'effort pour améliorer l'information et la mettre à jour. On l'a simplement rendue politiquement plus correcte. Donc tout ça doit être confronté pour tenter de reconstituer ce qu'il y avait dans le Weishu original. Alors l'entreprise la plus complète et la plus ambitieuse à cette fin, c'est le livre de Yu Taishan, A Concise Commentary on Memoirs on the Western Regions in the Official Histories of the Western and Eastern Han, Wei, Xin, etc. Donc, il comprend, il intègre les Han. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout simplement intégré dans son livre la partie traduction de Hulseve Levé. C'est pratique parce que Hulseve Levé, si vous essayez de le trouver sur Internet, ça vaut 300 €. Je ne comprends absolument pas que les éditions Brill ne l'aient jamais réimprimé. Alors, grâce à Yu Taishan, on récupère la traduction, mais pas les commentaires. Yu Taishan reproduit les sources dérivées du Weishu, ce qu'on a gardé du Weishu sur les pays d'Occident, les sources dérivées du Weishu originel, tente de reconstituer ce qui était original dans le Weishu. Ce livre est aujourd'hui, en Chine, la référence absolue sur la période, mais il faut savoir que ça doit être quand même examiné d'une manière critique. Dans certains cas, l'information donnée dans les notes n'est pas à jour. Dans certains cas, elle est assez arbitraire. Bien que systématiquement, comme on fait aujourd'hui, il donne pour toutes les formes chinoises la retranscription en prononciation d'origine. Mais malgré tout, il a parfois, pour les noms de lieux notamment, et certaines notions, des identifications qui sont très contestables. Bien. Alors, par ailleurs, la suivante, on a progressé, oui. Oui, on peut dire qu'on a progressé sur la question de la reconstruction de la phonologie du chinois de cette époque, qui est donc, on peut dire à cheval sur 2 périodes, c'est qu'on appelle conventionnellement Early Middle Chinese et Late Middle Chinese. Les siècles en question, 4e, 7e, 8e siècle, sont sur les 2. Bien. Un système nouveau par rapport à Karl Green
et très ambitieux a été proposé par Pellet-Blanc, Edwin Pellet-Blanc, en s'appuyant sur des sources beaucoup plus diversifiées que Karl Green, les dictionnaires de rimes, les équivalences bien établies entre formes chinoises et formes locales centra-asiatiques qui permettent de savoir comment ces phonèmes des langues iraniennes étaient prononcés en chinois. Alors, là-dessus, Cao Zhong en parlera avec beaucoup plus de compétences, c'est pas accepté d'une manière générale. La plupart des auteurs prennent Pellet-Blanc. Certains non, comme Yoshida. Le reproche qu'il fait à Pellet-Blanc, c'est d'avoir surestimé l'importance de formes locales qui étaient en fait des formes dialectales, par exemple de la région de Dunhuang, au Gansu. Parce que, évidemment, c'est de là que sont arrivées une grosse masse de documents. Donc, voilà, sur Pellet-Blanc, la discussion est ouverte. Alors, il y a par ailleurs Baxter et Sagart, qui est en ligne, en fait, alors là, c'est pareil, je parle de choses sur lesquelles je ne suis pas compétent, Cao Zhong en reparlera. Apparemment, c'est surtout utilisé ça a l'air très apprécié par les spécialistes de la poésie chinoise ancienne, qui disent que c'est vraiment très sûr. Pour le reste, c'est fondé sur une théorie sur l'évolution phonologique du chinois qui est contestée par certains. Voilà. Donc, on peut dire actuellement, on a plusieurs instruments de travail, et puis entre lesquels les non-sinologues ou même les sinologues se débrouillent comme ils peuvent. Alors, il y a même certains auteurs aujourd'hui qui disent on est fatigué de ces transcriptions avec des signes diacritiques très compliqués qui demandent de connaître très bien l'alphabet phonétique international. Pourquoi pas prendre le vietnamien ? Alors, c'est ce que fait François Thierry, par exemple. Il dit, mais le vietnamien, c'est très proche du chinois des Tang, ça marche très bien, et en fait, assez souvent, en fait, quand il propose des formes vietnamiennes, on s'aperçoit que ça marche pas mal pour les transcriptions de noms centra-asiatiques. Voilà. Alors, je pense que j'ai... Ah oui, alors, j'ai terminé, Cao Zhong, pour ce que j'avais à dire. Donc maintenant, tu prends la parole. Oui. En français ou en anglais, selon l'inspiration. En français. Plutôt en français. Oui, bravo. Pour ce séminaire. Donc, dans notre séminaire cette année, pour la lecture du Tongdian, littérairement, Histoire générale des institutions, j'ai choisi l'édition de Zhonghua Book Company en 1988 comme notre édition privilégiée. Elle est imprimée en caractère chinois traditionnel. Le texte est édité, ponctué et commenté par Wang Wenjing, Wang Yongxin, Liu Junwen, Xu Tingyun et Xie Fang. En effet, elle avait été souvent en rupture de stock. Donc récemment, en 2016, elle était réimprimée en 12 tomes, en principe sans modification de son contenu. Ces éditeurs formaient une équipe de haute qualité. Y inclut 2 éditeurs les plus expérimentés de la Zhonghua Book Company et 3 historiens de premier rang à Pékin. À cette époque-là, ceux qui servaient dans le Book Company en tant qu'éditeurs de sources classiques étaient parmi les savants les plus compétents en Chine. Parmi eux, le CF1, le 5e, était également le directeur de la série de trafic entre la Chine et ses voisines à l'ouest. La plupart des textes respectifs, comme les récits de voyage de Xuanzang, étaient publiés dans cette série comme l'édition standard en Chine depuis 1979, comme l'édition par Ji Xianling et ses collègues.
Et je voudrais remarquer que Madame le professeur Xu Tingyun de l'Université de Minzhou, elle est une excellente chercheuse sur la littérature chinoise et sur l'époque de Tang. Et elle est épouse du professeur Zhang Guangda, un pionnier des études sogdiennes en Chine, et personnellement mon gourou depuis 2000. Ces 5 éditeurs avaient créé une division du travail sur cet énorme Tongdian de 200 chapitres. Celui responsable de notre sujet, le chapitre de pays occidentaux, était le chef de cette équipe, Wang Wenjin lui-même. Avant ce projet, il avait participé à l'édition du Houhan Shu, Jin Shu et de quelques autres chroniques chinoises. Dans l'histoire des marchands sogdiens, Étienne a choisi une édition... Étienne de la Vessière. Ah, excusez-moi. Étienne de la Vessière a choisi une édition plus tardive, publiée dans la province du Henan en 1995. Elle contient une légère révision dans quelques chapitres avec une ponctuation plus idéale. Mais j'ai quand même choisi l'édition de Zhonghua de cette année, un peu plus toute, parce que c'est celle-ci qui a été suivie par Li Jinxiu et Yu Taishan en 2009, lors de la préparation de leur petit mais très important livre en chinois, un commentaire concis sur les pays occidentaux paru dans le Tongdian. Ce petit livre est le point de départ de notre lecture de texte. Comme indiqué dans le préface de Li Jinxiu dans ce petit livre, l'une des valeurs les plus essentielles du Tongdian réside dans le fait qu'il fut fini en 801 ou un petit peu avant. Il est donc beaucoup plus tôt que toutes les autres compilations à propos de la dynastie de Tang, qui chute en 907. Par exemple, le Jiu Tang Shu, le Old Book of Tang, vers 945, et Xin Tang Shu, le New Book of Tang, vers 1060, le Tang Hui Yao, Institutional History of Tang, vers 961, et le Cefu Yuan Gui, Prime Tortoise of the Record Bureau, vers 1013. Ainsi, les données dans le Tongdian sur les pays occidentaux, en ce qui concerne la période du 7e et du 8e siècle, peuvent être considérées comme les plus fraîches parmi les compilations classiques de faits politiques et historiques en chinois dont nous disposons. Et France, je vous donne. Voilà. Oui, donc, pourquoi avons-nous choisi le Tongtian comme en fait la source principale de notre séminaire cette année? Bien sûr, ce ne sera pas la source unique, mais le Tongtian va être notre texte de base. Bien. Il y a donc ce que vient de rappeler Chao Zhong. En réalité, le Tongtian est une compilation qui ne visait pas en fait à être un ouvrage historique. C'est une sorte d'encyclopédie, on peut dire, géographico-historico... politique. Une encyclopédie politique. Mais il a été terminé plus tôt que les sources, que les chroniques des Sui et des Tang. Donc c'est en fait notre source la plus ancienne sur les pays d'Occident durant ces périodes. Et effectivement, on s'aperçoit dans le détail qu'on trouve dans le Tongtian des informations. Le Tongtian a préservé des informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Alors dans certains cas, je pense que c'est des informations qui devaient être dans le Weishu originel, et dans d'autres cas, ces informations ont d'autres sources. Par exemple, des rapports d'ambassadeurs qui n'ont pas été conservés par ailleurs. Alors, en fait, Chavannes le savait déjà. Il en a mentionné certaines dans ses notes, mais pas toutes. Alors, je vais prendre 2 exemples. Voilà, un passage du Tongtian que Chao Zhong va vous lire en chinois et ensuite je vais vous le commenter.
Oui, c'est le 至后魏文成帝时，以890年矣。 Donc, il s'agit de l'époque où est apparue en Asie centrale la dynastie des Hephthalites, qui a joué un rôle extrêmement important puisqu'ils ont eu un empire très, très vaste pendant un siècle, juste avant les Turcs. Et c'est un passage, on a cette information que dans le Tongtian, jusqu'au règne de l'empereur Wencheng des Wei du Nord, donc qui a régné 452-466. 80 ou 90 ans s'étaient passés. C'est-à-dire s'étaient passés depuis l'arrivée des Hephthalites en Bactriane, en Asie centrale. C'est la seule source qui nous permet de dire que leur migration depuis la Haute-Asie, en l'occurrence, disons, les régions de l'Altaï, s'est placée à peu près dans ces années 370, c'est-à-dire en même temps que la migration de l'ensemble des peuples conventionnels qu'on appelle les Huns. Mais en fait, c'était probablement leur autodénomination. D'autres vagues de Huns qu'on a en Asie centrale, et puis nos Huns d'Attila, qui sont très probablement une branche issue de cette même migration. Et là, en indice, je dirais, on a un indice. Attila, pourquoi Attila s'appelle Attila? Eh bien, c'est le nom turc de la Volga. Et ça correspondrait au moment, probablement il a eu ce nom, parce que le clan dont il faisait partie, sa tribu, aurait franchi la Volga au moment de sa naissance. Et Attila, on sait à peu près qu'il est né vers 380. C'est un indice tout à fait précis pour nous dire que les Huns d'Europe ont pris cette route de la mer Noire à peu près à l'époque où le Tongtian nous explique que les Hephthalites s'installent en Asie centrale. Bien. Alors, le premier qui a bien commenté ce passage, c'est Étienne de la Vessière, dans un très bon article, Is there a nationality of the Hephthalites, où il commente tout ça. Et puis, on a repris ça dans un ouvrage collectif, auquel j'ai participé, Étienne a participé, Chao Zhong a participé, un compendium, Hunnic Peoples in Central and South Asia, Sources for their Origin and History, où nous avons donc rassemblé et commenté toutes les sources gréco-latines, indiennes, locales, archivistiques, persanes et surtout chinoises. Les sources chinoises, je crois que c'est la moitié du livre, sur les périodes dites des dynasties des Huns. C'était en gros donc 380 à 560, 2 siècles dont les Hephthalites occupent le dernier. Bon. Alors, on a donc cette information qui montre la valeur, l'utilité de recourir au Tongtian. Deuxième exemple. Alors ça, la deuxième information, Chavannes l'avait vue, mais n'avait pas pu la commenter de manière suffisamment précise. Chao Zhong en chinois. Oui, 以6月1日为岁首，至此日，王及人数并服新衣，减法须，在国城东陵下7日马射。至欲罢日，置一金钱于铁上，射中者则得1日为王。 Alors, ici, c'est un passage où le Tongtian reprend un rapport d'un ambassadeur qui s'appelait Wei Xie. Et ce passage permet en fait de calculer que Wei Xie est à Samarcande en 607. Donc c'est vraiment, en réalité, il est vraiment, on pense maintenant que Wei Xie est beaucoup à la source des informations que les Chinois ont eues à l'époque Tang sur certaines principautés d'Asie centrale. 607, donc il appartient à l'époque finale des Sui,
avant même l'arrivée des Tang. Et il parle de Samarcande. On l'a que très partiellement dans le Tongtien, mais ce qu'on a est d'une très grande précision. Ils font du premier jour du 6e mois le commencement de l'année. Lorsqu'arrive ce jour, le roi et le peuple revêtent tous des habits nouveaux et se coupent les cheveux et la barbe. Au pied d'une forêt qui est à l'est de la capitale, c'est-à-dire Samarcande, on tire de l'arc à cheval pendant 7 jours. Lorsqu'arrive le dernier jour, on place une pièce de monnaie en or sur une feuille de papier servant de cible. Et celui qui l'atteint a le droit d'être roi pendant 1 jour. Alors la traduction, on reviendra là-dessus. La traduction, en gros, très fidèle de Chavannes, demande quand même à être un peu modifiée. Bon. Mais ce qui est très important, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le premier jour du 6e mois, commencement de l'année. Est-ce que c'est le premier jour du 6e mois local, sogdien, ou le premier jour du 6e mois chinois? A priori, chinois, parce que si c'est le 6e mois, ce n'est pas le début de l'année. Et on voit que Étienne et moi avons fait des calculs, donc on sait que l'année sogdienne, le nouvel an sogdien commençait 5 jours après le nouvel an zoroastrien sassanide, et donc on s'aperçoit que Huizier était à Samarcande en 607. Bien. Et donc, ça, Chavannes n'avait pas les éléments pour le dire. Et la suite, là, le rituel lui-même que décrit Huizier, eh bien, on en a une magnifique confirmation archéologique aujourd'hui. C'est l'image des lamentations. L'image suivante. Oui, alors voilà, la suite du texte. Ils ont coutume de rendre un... tu lis en chinois. 俗世天神崇敬慎重，于神儿7月死，尸骸骨。弑神之人每至7月，具着黑蝶衣，凸显抚胸嚎哭，涕泪交流。至丈夫妇女300-500人散在草野，求天儿骸骨，7日便止。 Ils ont coutume de rendre un culte au Dieu céleste et l'honorent extrêmement. Ils disent que l'enfant divin est mort le 7e mois et qu'on a perdu son corps, dans le texte, ses ossements. Les hommes chargés de rendre un culte au Dieu vont, chaque fois qu'arrive ce mois, revêtent tous des habits noirs formant des plis. Ils vont pieds nus, se frappant la poitrine et se lamentant. Les larmes et la pituite, c'est un vieux mot, ça veut dire la morve, en fait, coulent en se mêlant sur leur visage. Des hommes et des femmes, au nombre de 300 à 500 personnes, se dispersent dans la campagne pour rechercher le corps de l'enfant céleste. Le 7e jour, cette cérémonie prend fin. Alors, voilà, maintenant, et ça, Chavannes ne pouvait pas le savoir, on s'en est aperçu, enfin, cette peinture a été trouvée en vers 1954, et on a compris vers 1960 que c'était l'illustration du texte de Huizier. On a là des lamentations funèbres, rituelles, pour un personnage donc, qui est un personnage mythologique, ou peut-être c'est une mise en scène théâtrale. Ce serait comme un mystère du Moyen-Âge. Alors, on reviendra là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles à dire. C'est pas un garçon, c'est une fille. Mais justement, comme on n'a pas les genres en chinois, l'enfant divin dont parle Huizier, c'est pas forcément un dieu, ça peut être une déesse. Bon. Et on a ici des lamentations funéraires telles qu'on les connaît bien en Asie centrale, avec des gens qui se coupent les oreilles, qui se tapent dessus, qui se arrachent les cheveux. Bien. Et là, 2 déesses. Alors, l'une d'elles, elle est identifiée depuis je l'ai identifiée il y a une dizaine d'années dans un article avec Marchak. C'est Déméter, la déesse grecque du monde infernal. Hein. Je ne reviens pas sur les détails. Elle a une torche à la main, elle a un voile sur la tête. C'est Déméter. Et pourquoi aller chercher Déméter ici? On sait que l'un des noms des mois sogdiens, un mois sogdien s'appelait le mois de Déméter. Donc ils avaient gardé ça
sur 1000 ans depuis l'époque des Grecs. Et la deuxième déesse, c'est Nana, la grande déesse de la Sogdiane, qu'on va retrouver à de multiples reprises durant ce séminaire. Elle a 4 bras. Bien. Et regardez son costume. Elle a un habit noir. Formant des plis, comme ce qui est décrit dans le texte de Waitier. Donc, ceux qui vont dans la campagne, l'espèce de confrérie qui va dans la campagne se lamenter et rechercher les os de l'enfant divin, sont habillés comme la déesse qui préside à ce culte, à ce rituel. Alors, il y a un petit problème dont on reparlera, c'est... l'habit noir formant des plis. Alors en fait, apparemment, ce serait littéralement plutôt un habit de coton noir. Mais ça ne change rien sur le fond, parce que le coton, ça forme des plis. Le contraste, c'est du texte. Le contraste implicite dans le texte de Waitier, c'est évidemment entre coton et soie ou laine. La laine ne forme pas vraiment des plis. La soie ne forme pas des plis, elle tombe raide. C'est le coton qui forme des plis. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Bien. Donc ça nous montre l'extraordinaire valeur du texte de Waitier, texte qu'on n'aurait pas s'il n'avait pas été sauvé, récupéré dans le Tongtien. On a aussi récupéré dans le Tongtien les bribes d'un autre témoin oculaire qui est Duhuan. Alors c'est plus tardif. Waitier, donc époque Sui 607, et Duhuan est à Samarcande en 751. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé à Samarcande en 751 ? Donc 30 ans après la conquête arabe. En fait, c'est un des prisonniers chinois de la bataille du Talas. Il était, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances, mais il s'est retrouvé dans l'armée chinoise qui a donc affronté les armées arabes dans la région du Sémiretchié, donc au nord de la Sogdiane. En 751, il a été fait prisonnier. Alors, il faut savoir que la bataille du Talas, dans les sources chinoises, c'est une victoire chinoise, et dans les sources arabes, c'est une victoire arabe. Alors, il y a toute une littérature autour de la bataille du Talas, parce que on a dit, et en fait, c'est pas impossible, que le secret de la fabrication du papier avait été connu dans le monde islamique par des prisonniers chinois de la bataille du Talas. Alors on sait maintenant que les Sogdiens utilisaient du papier, mais du papier chinois recyclé, avec des textes chinois au dos. On en a dans les documents du Mont Moog, mais l'apparition des usines de papier à Samarcande, et Samarcande était particulièrement connue pour la qualité de son papier, pourrait être une autre conséquence de la bataille du Talas. Toujours est-il que Duhuan, il est certainement l'un des multiples prisonniers chinois de la bataille du Talas qui s'est retrouvé temporairement déporté à Samarcande, mais il se trouve qu'il avait un oncle qui était un chroniqueur. Et cet oncle chroniqueur, ou peut-être un parent plus éloigné, c'est Du Yu, l'auteur du Tongtien. Et donc, Du Yu a incorporé dans le Tongtien il a incorporé dans le Tongtien des morceaux du récit de son neveu. Bien. En fait, le neveu avait apparemment composé un traité sous son propre nom, le Xingxingji, perdu, mais dont des morceaux sont sauvés dans le Tongtien. Et c'est la
c'est la première fois qu'on a dans des sources chinoises une description des mœurs et coutumes des Arabes que Dourouin a pu observer donc à Samarcande 30 ans après la conquête. Et alors, il y a des passages, on va être amené à en reparler parce que il y a un passage notamment très curieux qui pose vraiment problème. C'est que Dourouin parle d'un temple de la religion locale, la forme sogdienne du zoroastrisme, à Samarcande. Et 30 ans après la conquête arabe, on a beaucoup de mal à... il y a une autre diapo là ? Oui. Oui. On a beaucoup de mal à... oui, on parlera de ça après, donc, Wakeman, c'est tout. On a beaucoup de mal à imaginer qu'il y ait encore un temple local en activité. Mais bon, nous verrons, c'est compliqué. D'après d'après des extraits du texte de Dourouin qu'on a dans d'autres sources, il semblerait qu'il est question d'un petit temple. Donc il aurait pu y avoir un petit temple discret, peut-être dans la banlieue, et il se trouve que... on en parle aujourd'hui, on en parlera après. On peut faire la fin d'aujourd'hui pour ce sujet. On peut en parler aujourd'hui. Oui. Tu as là l'image de Pavel ? C'est un peu très vite. Pardon ? C'est très vite pour vous. C'est un peu plus loin, comme ça. Voilà, c'est là. Oui. Alors, il se trouve que... J'avais tendance à penser que cette mention par Dourouin, c'était peut-être anachronique. Peut-être que on avait recopié sur des sources plus anciennes. Et puis, bon, voilà, on ne sait jamais, c'est rarement une très bonne idée de dire que l'auteur ancien s'est trompé, parce qu'il se trouve que là, on a maintenant une confirmation archéologique de ce qu'effectivement, après la conquête arabe, il a continué à exister des temples de la religion locale et des petits temples. Alors, on a maintenant, c'est depuis 2 ans, dans la fouille de Penjikent, dont évidemment vous avez entendu parler, on a, semble-t-il, cette confirmation. Voilà une photo aérienne de Penjikent qui montre une part très importante de la ville. C'est les deux grands temples, dont l'un est le temple de la déesse Nana, d'où vient la peinture que j'ai montrée tout à l'heure qui illustre le texte de Waitier sur Samarcande. Voilà, ça c'est le temple au nord, c'est le temple nord, c'est le temple de Nana, et au sud c'est un temple qui serait plutôt un temple de divinité zoroastrienne. Et puis on a ici 11B, un petit bâtiment, voilà la suite, et maintenant ils ont fini la fouille, et ils sont assez persuadés que c'est en fait un petit temple. Ah, vous voyez, il est assez monument. Il y a 2 bases de colonnes. Ils avaient dû récupérer des colonnes dans le vieux temple. Les 2 grands temples de Penjikent ont été incendiés. Enfin, l'un d'eux a été incendié, l'autre abandonné, pratiquement abandonné, au moment de la conquête arabe en 722. Et là, ça vient après. Et visiblement, ils ont cannibalisé ce qu'ils trouvaient dans les vieux temples. Et voilà, c'est relativement monumental. Et certains indices dans le plan de ce bâtiment tendraient à montrer que ça n'est pas une maison, que ce serait un temple, qui aurait fonctionné. Alors c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Dans les années suivant donc la conquête arabe de Samarcande, entre 722 et disons les années 740. Or, à ce moment-là, Penjikent est occupé par une garnison arabe qui est à la citadelle. Mais dans la ville basse, il y a toujours des anciennes familles qui continuent à reconstruire leurs anciennes maisons et à les décorer avec des décors qui réfèrent à la religion ancienne. Donc c'est une période qu'on peut dire assez tolérante. Et on aurait ce petit temple. Ah, t'as trouvé ça ah oui, dans ce qu'a envoyé Pavel. On aurait ce petit temple qui serait le parallèle à Penjikent de ce que Dourouin nous mentionne à Samarcande.
Voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire sur Dourouane. Maintenant, tu viens à Wakeman. Alors, peut-être on peut faire une petite... On a parlé depuis 1 heure. On peut peut-être faire une petite pause et demander s'il y a des questions ou des commentaires. Donc, au cours du prochain séminaire, j'expliquerai la philosophie et la structure du Tongdian, ses mérites et ses lacunes en tant que source historique, par quelques exemples. Et voici les œuvres représentatives en Occident, toutes en anglais. Il y a Wakeman, 1990, Ciron, The Western Barbarians, an annotated translation of the 5 chapters of the Tongdian on the peoples and countries of pre-Islamic Central Asia. Cette thèse est disponible sous forme de papier et aussi au format PDF. Il a traduit les 5 juans ou les 5 chapitres sur les barbares occidentaux, c'est-à-dire plusieurs ethnies dans la province d'aujourd'hui Qinghai et Tibet, en plus de 60 pays à l'ouest, y inclut l'Inde et l'Empire romain. Cette thèse est utile, mais loin d'être parfaite. Tout d'abord, il aurait dû prêter attention sur l'édition Zhonghua, mais malheureusement, il n'a pas pu faire ça. En fait, l'édition Zhonghua est sur la base d'une comparaison soigneuse de toutes les copies de blocs et de manuscrits conservés en Chine, avec la plus importante et aussi la plus précieuse impression de blocs vers 1101. Celle-ci est conservée par la cour impériale japonaise et en plus avec quelques autres variants en Corée. Wakeman s'est appuyé sur l'édition de la cour chinoise à la fin du XVIIe siècle. Il semble que Wakeman souvent négligeait les copies plus antérieures. Étienne de la Vessière m'a rappelé ces articles par Alexandre Aquin. Il fournit une traduction en anglais du Jingxingji par Du Huan. Il est consultable, mais en fait, la même année, la Zhonghua Book Company a également publié son édition du Jingxingji en chinois. Tous les deux devraient être référés. Le livre de Comparetti, Samarkand, The Center of the World, est un autre ouvrage utile pour ceux qui veulent comprendre les sources chinoises. Mais concernant le Tongdian, il utilise simplement Wakeman en modifiant sa transcription de chinois en pinyin. D'autre part, le Life of Sogdians in Medieval China par Huber, paru l'année dernière, fournit une collection plus riche. Mais en ce qui concerne le contenu du Tongdian, il ne fournit que les entrées sur Kang, Samarkand et Suyi, Sogdian. Je voudrais indiquer quand même que, après tel nombreux nouveaux ouvrages, il reste encore un espace de discussion, tel que notre exemple 4, à savoir le pays de Samarkand décrit par Du Huan. Ici, je cite Wakeman. 康国在米国西南300余里，一名萨摩剑。Donc, Kangguo is over 300 li southwest of Miguo, Marmuk, and is also called Samojian, Samarkand. 土沃人富国小 The soil is fertile, the people rich, the country small. Ensuite, un passage problématique que j'ai souligné en utilisant l'édition Zhonghua. 有神词明拔，诸国事者本出于此。Ce passage déjà difficile a été déjà difficile à comprendre aux yeux d'un célèbre savant Ding Qian à la fin du XIXe siècle. Je vais en fournir une analyse détaillée et en bref, Wakeman l'a traduite avec sa ponctuation innovante. There is a temple called Ba-yi, which is the center of government. Cependant, comme soigneusement édité par l'équipe à Pékin, le texte original est très probablement Ba-zhu
et non ba yi, peu importe comment on veut le ponctuer. Akan le traduit comme ça. It has its own deity, the temple of which is called Ba. Those who direct affairs of state originate from there. Donc, Huber est évidemment d'accord avec l'opinion la plus populaire en Chine aujourd'hui, en concevant Ba comme une erreur de scribe de Xian, à savoir le terme pour les divinités du zoroastrisme. Alors, il se traduit par They have a temple of deity called Xian. All state affairs originate here. En septembre dernier, en discutant du thème de notre séminaire avec France Connet, j'ai trouvé deux autres possibilités, sans en modifier le texte. Il faut avoir une connaissance de la vocabulaire et de la syntaxe chinoise pour arriver à mes solutions, et je les montrerai dans les semaines suivantes. Ici, je les redonne simplement en anglais. Premièrement, there is a temple called Ba, the one, namely deity, images or statues, which are served in or by various states, are originally from here, anyway. And secondairement, there is a temple called Ba, the one, perhaps priests, who serve in various states are originally from here. Il faut noter que Yoshida Yutaka n'a pas encore développé sa discussion détaillée sur ce passage dans ses articles. Cependant, il a indiqué une fois dans une toute petite note dans des parenthèses en identifiant Ba avec Poide en sogdien, c'est-à-dire sanctuaire ou temple. Ici, je le cite. 宗教施設としては、馬館、祠とポアで神殿。教行期、c'est-à-dire 進行時の罰、c'est-à-dire 場に対応するが知られている。Donc, je le traduis as to religious institutions in Sogdiana. There are known to be Vagan and Poade. So the letter is corresponding to the Ba in Du Huan's Jingxingji. Comme révélé dans le Zhonghua édition, toutes les versions disponibles donnent Ba dans ce passage. Ainsi, ce caractère en turquoise est très probablement le texte original de Du Huan. Ce fut le grand sinologue Wang Guowei, en début du XXe siècle, qui le prit comme une erreur de Xian, et son avis est suivi par de nombreux savants ultérieurs en Chine. Oui, j'attire votre attention sur le fait, vous comparez les caractères et vous comprenez tout de suite comment la corruption du texte a pu s'introduire. Les caractères se ressemblent beaucoup. Et quelle interprétation serait la plus proche du contexte historique et archéologique deviendra une question clé de notre séminaire. En ce qui concerne mes deux suggestions, France a immédiatement réagi que si l'une de mes deux est vraie, the variant state, y désignant plutôt le pays sogdien. Ici, je cite sa réponse par email. The Samarkand temple as the source of priests or cult image for various countries. And these various countries probably means the Sogdian countries alone, plus perhaps Khoresm, as there the iconography of Nana attested on silver dishes is inspired from Sogdiana. Et néanmoins, ce qui a attiré l'attention de France parmi toutes les sources que j'avais aidé à collecter, c'est une citation parallèle du Du Huan dans le Huanyu Ji, une œuvre géographique compilée à la deuxième moitié du Xe siècle. Quand toutes les autres citations de Du Huan disent que le pays de Samarkand est petit, cet ouvrage cite « Il y a un petit temple, Xiaoci, à Samarkand, et ce temple s'appelle Ba ». Jusqu'à présent, oui, je le marquais Xiaoci en verte.
Jusqu'à présent, cette citation variée est considérée corrompue. Mais maintenant, nous nous demandons si elle en effet révélait la vérité. Donc, je passe le discours à Franz. Oui. Donc, j'avais anticipé sur cette remarque précédemment. Ça peut faire sens, l'histoire du petit temple, parce que, donc, à l'époque où Donghua est à Samarcande, même situation qu'à Penjikent, le grand temple de la ville, on sait qu'il y avait au moins un grand temple, n'existe plus. Et ça, on le sait, parce que nous avons le récit détaillé dans l'historien arabe Tabari de la prise de Samarcande en 712 par le général Qutaïba. Il a fait vider le temple de toutes les idoles, enfin c'est le mot idole qui est employé dans le texte arabe. Il en a fait un grand tas, il a mis le feu. Donc en fait, il a fait la même chose qu'avait fait le prophète Muhammad à la Kaaba quand il est retourné à la Mecque. Il a mis le feu et les Adjams, des Persans, des Iraniens dans son entourage, lui ont dit « Ne fais pas ça parce que ça va porter malheur ». Mais il l'a fait quand même. Et 2 ans après, il était assassiné par ses propres troupes. Bien. Et ces idoles, on nous dit que on a retiré du bûcher de ces idoles en bois, on a retiré une grande quantité de clous en or, etc. Alors en fait, ça fait sens, parce que maintenant, on a des témoignages archéologiques de statues de culte en Sogdiane qui sont en bois et qui devaient être recouvertes de plaques en métal. On en a trouvé dans des grottes au Tadjikistan. Donc, ça devait être effectivement ce qu'on trouvait dans le grand temple de Samarcande. Et ce grand temple, ensuite, Qutaïba, il fait la prière. À partir du moment où on a fait, en islam, à partir du moment où on a fait la prière dans un bâtiment, il devient forcément une mosquée. Il ne peut pas revenir à sa destination ancienne. Les conquérants faisaient ça dans les églises, dans des temples. Si on fait la prière, le bâtiment, définitivement, est une mosquée. Donc, le grand temple de Samarcande, à partir de ce moment-là, il ne fonctionne plus comme temple. J'ai essayé de le retrouver dans mes fouilles, je serais peut-être amené à en parler. C'est compliqué. On a trouvé un mur qui pourrait lui appartenir, mais très rapidement, tout ça a été recouvert par un palais, puis une nouvelle mosquée à côté, etc. Donc, il n'y a plus de grand temple. Mais on peut du coup supposer que, comme à Penjikent, la vie religieuse locale continue. Après tout, il n'y avait pas de raison qu'elle ne continue pas discrètement dans une zone de la ville qui n'est pas occupée par la garnison arabe. D'où le fait que, finalement, je pense que la leçon Serrochi, petit temple, peut se justifier. Alors, est-ce que tu vas commenter l'autre partie du rapport, c'est-à-dire ce qui vient de ce temple? Oui, tu as déjà commenté les images qui viendraient de ce temple, mais il y a aussi l'autre possibilité, les prêtres qui viendraient de ce temple. Oui. Alors on a échangé aussi là-dessus, parce que c'est une alternative possible, ça. Les prêtres qui... Oui. C'est le deuxième. C'est le deuxième, oui. J'ai aussi répondu là-dessus, parce que ça pourrait aussi être... ça pourrait être ça. Pour le syntaxe chinoise, tous les deux. Oui, parce qu'il se trouve qu'on a aussi un texte chinois dont, d'ailleurs, je t'avais envoyé la référence, mais je n'ai pas vraiment trouvé d'où ça sortait. C'est cité par Dafina, reproduit par Comparetti, qui nous dit que les prêtres de la religion Sian, c'est-à-dire, on sait maintenant, ça veut dire
la forme spécifique de zoroastrisme qu'on pouvait observer en Sogdiane. Ces prêtres ont appris leur religion en allant en Perse. Voilà. Donc, cette idée qu'il y aurait pu y avoir des sortes d'écoles internationales de prêtres, les prêtres peut-être aller recueillir leur formation dans d'autres pays. Voilà. Donc, c'est pas impossible aussi de supposer cette histoire de cette variante, les prêtres qui servent dans divers États sont originellement de là. Après tout, bon, le temple de Samarcande, en 751, pouvait être réduit à quelque chose de très discret du point de vue de son apparence visuelle. Mais on ne peut pas exclure que les écoles sacerdotales existaient encore, qu'il pouvait y avoir une transmission de la religion par apprentissage, que les prêtres de Samarcande auraient pu garder un certain prestige. Voilà. Mais là, je dois dire que autant pour l'histoire du petit temple, on peut trouver des arguments assez bons, autant sur cette question, ça doit vraiment rester ouvert. Ciao, il est midi moins 5, donc peut-être on peut arrêter maintenant et terminer en demandant s'il y a encore des questions et des commentaires. Voilà. Donc, bien entendu, si vous pensez à quelque chose d'ici la semaine prochaine, vous nous faites un mail à tous les deux et nous nous efforcerons de répondre. Voilà.